toutes et à tous. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé devant autant de monde. Je suis ravie de vous accueillir ce soir à la bibliothèque du Hayan pour cette rencontre organisée avec les Amis du monde diplomatique. Ravie de vous retrouver après plus d'1 an d'absence pour ces rencontres organisées entre la ville du Hayan et le monde diplomatique. Je vais laisser la parole à Jean-Dominique Perrebrune, président de l'Association du monde diplomatique pour la région. Vous présentez la rencontre et l'organisation de cette séance. Je vous remercie à tous, à tout à l'heure. Bonne rencontre. Bien, bonjour on me voit là peut-être? Oui. Ah. Oui. Ah bon. Tout à fait. Moi, je n'ai pas mon écran, ça ne fait rien. Bon, bonjour à tous et à toutes, en tout cas, d'être présent à cette rencontre avec Daniel Linhart, donc pas Linhart, avec Daniel Linhart, autour de son livre L'insoutenable subordination des salariés, qui est paru aux éditions RS. On avait, lors de l'annonce de cette réunion, on avait déjà évoqué les attaques menées par le patronat en règle générale et les directions d'entreprise et les conséquences sur la santé des salariés. Pourtant, il y a peu de débats dans les médias et peu de contestations organisées par les intéressés, simplement des épuisements au travail, voire des suicides que certains ont qualifiés de mode, comme s'il y avait une mode au désespoir. Pourquoi cette situation qui affecte gravement les salariés et provoque peu de réactions? Plus que le silence des médias, ce qui est en cause, je crois, c'est un manque d'analyse de cette situation sur le statut des salariés que l'on nomme des collaborateurs, mais que l'on n'oublie quand même pas leur statut de subordination. Il y aurait donc une catégorie de collaborateurs subordonnés, maintenant, plus de salariés, mais des collaborateurs subordonnés. Les directions d'entreprise, pour promouvoir leur politique, utilisent un jargon anglo-saxon qui en fait en quelque sorte déréaliser la perception que les salariés ont de leur statut. C'est un peu une perte de repère, y compris dans le langage qui est employé. Ce sont des analyses qui permettent de comprendre les situations et qui permettent de s'emparer de ces transformations pour les dominer et en tout cas réagir. Quel est le but de cette modernisation où l'on prétend veiller sur le bonheur des employés dans des sociétés libérées à l'esprit start-up et à l'offre éthique, où les directions sont d'accord pour partager les responsabilités, mais surtout pas le capital? Autrement dit, est-ce une révolution de statut des salariés ou des faux-semblants destinés à la perpétuation d'un pouvoir? C'est ce que nous avons demandé à Daniel Linhart, qui est sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS, et auquel nous remercions d'avoir accepté cette invitation. Avant de lui passer la parole, juste une précision. Vous pouvez par écrit poser des questions qui seront débattues après ou éventuellement lever la main dans vous faites réaction et vous avez levé la main pour ceux qui voudront prendre la parole, mais on vous demande de ne pas faire de commentaires parce que ça peut déstabiliser l'intervenant ou même les gens qui regardent et qui écoutent. On ne peut pas écouter et lire en même temps. Donc voilà, je passe la parole sans tarder à Madame Linhart. Daniel, on est tout oui. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais donc essayer en une quarantaine de minutes de proposer une analyse des transformations managériales que nous avons subies depuis déjà de longues années et qui tendent à mettre en évidence un fait sur lequel, à mon avis, on réfléchit assez peu, c'est ce qu'on appellerait, pour utiliser un terme moderne, l'extraordinaire résilience patronale. Je veux dire par là sa capacité à se transformer en permanence, à utiliser la critique, la mise en question, la contestation pour se régénérer, pour s'en nourrir comme un boa et mettre en œuvre des nouvelles formes de mobilisation des salariés, des travailleurs, de leur force de travail, la gestion du travail, et toujours avec la même
finalité, c'est-à-dire une rationalité économique capitaliste visant la plus forte profitabilité à travers une productivité extrêmement élevée et une rentabilité, elle aussi, très très forte. Et il y a une capacité extraordinaire quand on regarde, avec un petit recul historique, cette intelligence mise au service du patronat pour se transfigurer en permanence, se transformer, aller de disruption en disruption, prétendre rompre avec les logiques du passé, répondre et satisfaire les demandes et les besoins des salariés, mais qui n'en fait pas moins le même chemin à chaque fois, c'est-à-dire un type d'organisation du travail et un type de mobilisation des salariés qui lui permet de mettre en œuvre et de concrétiser une subordination pour que les salariés ne puissent pas travailler selon leurs valeurs professionnelles, selon leur éthique citoyenne, selon leur besoin d'avoir un travail dont la finalité soit réellement utile, mais de travailler uniquement en fonction des critères d'efficacité, de rentabilité, de productivité choisis et imposés par les directions. Alors, c'est ça que je vais essayer de montrer en gros, c'est comment le patronat est un peu comme un caméléon, c'est-à-dire qu'il arrive et il parvient à se transformer, à changer de peau, de couleur, de forme, éventuellement, et comment il arrive à digérer comme un boa toutes les contestations, les remises en cause, les critiques, les crises, les difficultés qui s'accumulent sur son chemin. Et face à ça, il faut bien dire que les syndicats n'ont pas une réactivité ou une capacité inventive, de critique, de remise en question, disons, d'attaque qui correspondent à l'ampleur de cette capacité de régénération et de transfiguration patronale. Alors, je vais partir du taylorisme pour montrer jusqu'où on en est arrivé, à savoir notamment les entreprises libérées, par exemple. Le chemin est quand même assez spectaculaire entre le taylorisme tel que nous le connaissions et puis celles qui s'affirment comme étant des entreprises libérées avec des patrons qui ont renoncé à leur pouvoir, soi-disant. Enfin, j'expliquerai pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même une mouvance qui se développe en France de façon relativement importante et pour tout dire, qui concerne des entreprises comme Michelin, Decathlon, Airbus, la Maïf, certains ministères. Donc, ça n'est pas quelque chose d'anodin, mais je voulais juste essayer de retracer un peu l'historique et le chemin qui nous fait passer tranquillement, je dirais, de la période taylorienne à ces entreprises dites libérées, sans que, de mon point de vue, on puisse voir de réelles remises en question des objectifs patronaux, à savoir profitabilité maximale. Et au contraire, je dirais que cet objectif tend à devenir de plus en plus impératif, impérieux, avec une rationalité économique libérale, de plus en plus libérale, ultra-libérale disent certains, et de plus en plus financiarisée. Alors, partons, pour bien être d'accord sur les évolutions et comprendre ce qui ne change pas vraiment, partons du taylorisme. Et je vais le résumer très brièvement pour montrer en quoi il consiste exactement en termes de stratégie managériale, puisqu'à l'époque, aux États-Unis, on parlait de management. C'était à la fin du 19e siècle qu'apparaît le taylorisme. Et Taylor était, je le rappelle, un consultant à l'époque, qui allait d'entreprise en entreprise pour proposer son modèle qui est l'organisation scientifique ou rationnelle du travail. Alors, je vais le résumer très brièvement. La grande finesse, la grande intelligence de Taylor, c'est en gros d'avoir compris que le savoir, c'est du pouvoir. Et que si on laisse le savoir aux ouvriers de métier dans les ateliers, on leur laisse le pouvoir. Et c'est-à-dire que le capitaliste, celui qui a ouvert un business, qui a mis son capital, il est en quelque sorte dépendant des ouvriers de métier qui décident ensemble de l'organisation du travail et qui, du coup, défendent leurs propres valeurs que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire des valeurs professionnelles, des règles du métier,
et puis aussi des intérêts. Ne pas s'user précocement, ne pas risquer des accidents, ne pas travailler trop vite et puis ne pas être trop productif par rapport à ce que l'on est payé. Donc, Taylor dit, c'est une catastrophe parce qu'en fait, ce sont les ouvriers qui décident de la manière dont ils vont travailler et ils décident en fait de leur rythme de travail et donc de leur productivité. Et ça, c'est une catastrophe, pas simplement, dit-il, pour avoir l'air de prendre en compte le bien commun, pas simplement du point de vue du profit du patron, mais aussi du point de vue de la société américaine dans sa totalité, qui n'a pas une abondance de biens à des prix accessibles. Donc, il dit, il faut déposséder les ouvriers de leur savoir. Et toute l'intelligence du taylorisme, c'est un transfert de connaissances, de savoir et de pratiques professionnelles des ateliers vers la direction, vers l'employeur qui va s'entourer d'ingénieurs. Et ceux-ci, une fois qu'ils auront la totalité des connaissances, pourront s'en emparer pour définir une organisation du travail qui, de leur point de vue d'ingénieur, c'est-à-dire de façon abstraite, soit la plus efficace, la plus rentable, la plus productive possible. Et elle va prendre, comme on le sait, la forme d'une décomposition des métiers en tâches élémentaires qui vont avoir des gammes opératoires et des délais alloués. Et du coup, ça va s'imposer aux ouvriers dans les ateliers sous la forme d'un travail prescrit et ils vont devenir de simples exécutants obligés de se mouler dans cette organisation du travail conçue en dehors d'eux par des ingénieurs qui vont s'être emparés de leur savoir. Voilà. C'est ça la logique taylorienne, si on peut la résumer. Et donc, c'est une dépossession, une réduction, une dépossession des savoirs des ouvriers, leur réduction à l'état d'exécutants, donc de subordonnés désormais, et ils vont être assujettis aux décisions d'organisation liées à la volonté d'avoir la productivité, donc la rentabilité la plus forte. Avec évidemment des compensations, dit Taylor, qui prétend être un homme honnête, c'est-à-dire des tarifs en augmentation, puisque si la productivité augmente de 100%, il propose d'augmenter les tarifs auxquels sont payés les ouvriers de 20 à 30%. Voilà. Donc, c'est ça qui s'est développé au début du XXe siècle. C'est ça que, si on passe à la France, qui a caractérisé les Trente Glorieuses. Et ce que je voudrais mettre en évidence, c'est que les modalités pendant ces Trente Glorieuses, en tout cas en France, pour combattre ce modèle capitaliste qui reposait sur une organisation taylorienne très féroce, d'une violence inouïe à l'encontre des salariés, donc que ces tentatives de lutte, de combat, de contestation orchestrées par les organisations syndicales comme par les collectifs de salariés eux-mêmes, de travailleurs eux-mêmes, vont renforcer paradoxalement ce modèle plutôt que de le remettre en question. C'est-à-dire que les insuffisances et les problèmes que pose ce modèle, une fois prises en charge par les organisations syndicales et par les collectifs informels de travailleurs, eh bien, vont être résolus par justement la mise en œuvre de formes de contestation et de lutte des salariés. Alors, je vais commencer par les organisations syndicales pour l'expliquer. Pendant les Trente Glorieuses en France, les organisations syndicales n'ont jamais cherché à s'immiscer dans la question de l'organisation du travail. Notamment la CGT ne voulait pas, alors pour des tas de raisons, mais notamment politiques et syndicales, et se mêler de cette organisation qui relevait de la prérogative patronale et ne voulait pas collaborer avec le patronat pour définir une organisation du travail qui était mise en œuvre pour exploiter la force de travail à des fins de profit pour les capitalistes. Donc, il se contentait de mener une bagarre, et elle était très très forte pendant les Trente Glorieuses, la combativité, les luttes syndicales, les mobilisations, les grèves ont été extrêmement fortes, les syndicats étaient très puissants, et puis la CGT était arrimée sur un PCF très très fort. Ces organisations syndicales qui menaient la bagarre, qui contestaient ce modèle taylorien-fordien, comme on l'appelait à l'époque, eh bien, elle se concentrait sur ce qu'on appelle le contrat de travail, c'est-à-dire
revendiquaient essentiellement des salaires en augmentation, c'est-à-dire la rétrocession des profits vers les salaires. C'était la lutte syndicale. Et puis, lorsqu'il y avait ce qu'on appelle à l'heure actuelle dégradation de la qualité au travail, parce que intensification du travail, de plus en plus de chaînes de production, déqualification, travail de nuit, etc. Qu'est-ce que revendiquaient les syndicats? C'est pas la fin de ces modalités extrêmement délétères de travail pour la santé physique et mentale des salariés, mais ils réclamaient des primes de dédommagement financières, c'est-à-dire, par exemple, primes de toxicité, primes de travail de nuit, primes de travail en équipe, primes de travail sur la chaîne, enfin, toute forme de prime, chaque fois qu'il y avait une dégradation de la qualité de la vie au travail, des efforts supplémentaires à fournir pour les travailleurs, les syndicalistes montaient au créneau, se battaient, mobilisaient et arrachaient des primes non négligeables qui permettaient d'accroître le revenu dont bénéficiaient les travailleurs et qui leur permettaient de participer à la société de consommation et des loisirs qui était en train de se constituer. Et donc, ce faisant, les syndicats, ça avait été bien analysé par les économistes de la régulation, permettaient au système d'être bien équilibré, au modèle taylorien-fordien, d'être bien équilibré, puisqu'il laissait les mains libres aux employeurs pour remanier en permanence le procès de travail de façon à le rendre de plus en plus productif, de plus en plus efficace et performant, d'un côté. De l'autre côté, en revendiquant des salaires plus importants et des primes, il constituait une masse de pouvoir d'achat qui pouvait venir équilibrer sur le marché des biens cette abondance qui arrivait grâce à la productivité qui augmentait. Donc, c'était un peu comme une malédiction, on pourrait dire, avec du recul, c'est que plus les syndicats étaient efficaces dans leur lutte, plus ils pérennisaient, en gros, ce modèle en l'équilibrant, ne se mêlant pas de l'organisation du travail, mais en créant un pouvoir d'achat qui permettait d'équilibrer donc ce modèle de façon qui était efficace et qui était profitable aux capitalistes. Ça, c'est du point de vue des syndicats. Du point de vue de ce qu'on appelle les collectifs informels de travailleurs, c'est-à-dire, ça a été relativement bien été analysé par les sociologues et les ergonomes et les psychologues du travail, dans les années 50, 60, 70, c'était un collectif informel de travailleurs, c'est 7 ou 8 ou 10 personnes d'un segment de chaîne de production, c'est une dizaine d'employés dans un même espace de travail, quelques ouvriers dans un même coin de l'atelier, qui constituent de façon informelle un collectif, c'est-à-dire qui essayent de partager leur vie collective, alors qu'ils sont assignés à des places séparées et qui sont gérées de façon plutôt individualisée, poste par poste, eh bien, il se crée, et ça a été analysé effectivement par les spécialistes en sciences sociales du travail, il se crée ces groupes informels qui élaborent ce qu'on va appeler le travail réel, c'est-à-dire par rapport aux prescriptions, ces petits collectifs vont inventer des ficelles, des petits trucs, des ruses, des connaissances très pratiques qui vont permettre de leur rendre la vie de travail plus aisée, moins fatigante, parce qu'ils vont savoir s'y prendre pour aller un peu plus vite et donc pouvoir souffler un peu plus tard, pouvoir s'économiser physiquement en bricolant des petits outils. Et ce sont des savoir-faire clandestins qu'ils vont partager entre eux, qu'ils vont diffuser aux jeunes quand ils arrivent. Donc, ça va créer une solidarité, une sociabilité, le sentiment de partager un même destin, de s'entraider, et puis de décrypter un peu ensemble la dureté de leurs conditions de travail. Ah oui, qu'est-ce qu'on en bave, c'est pas normal, on devrait on devrait contester, du coup on prend sa carte syndicale aussi, mais
voilà, le travail prescrit, c'est tout ce qui est imposé au niveau des protocoles et des gammes opératoires, mais le travail réel, c'est des manières un petit peu différentes de s'y prendre et qui permet de constituer, pour ces travailleurs très déqualifiés, le plus souvent, de se constituer une image d'un certain métier quand même qu'ils arrivent à reconquérir dans leur esprit. On sait faire des choses, on arrive à faire des choses malgré ce que pensent ces messieurs les ingénieurs qui croient tout savoir dans leur bureau. Voilà, et donc il y a cette vie clandestine, collective, ce qu'on appelle de travail autonome, un peu, mais microscopiquement autonome, qui constitue des savoirs et aussi des règles, c'est-à-dire on s'entraide, quand quelqu'un coule sur la chaîne, on va l'aider, on s'oppose si le contremaître a quelqu'un dans le collimateur, on va le défendre, etc. Et du coup, alors là aussi, la malédiction, elle s'applique pour ces collectifs parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils vont rendre opérationnel, efficace, pertinent, intelligent un mode de conception, l'organisation taylorienne conçue par des ingénieurs dans des bureaux de manière extrêmement abstraite et qui ne peuvent pas résoudre tous les aléas du concret. Et ce sont ces collectifs de travailleurs, par leur volonté de contester leur rôle d'exécutant, dans lequel ils sont complètement, auquel ils sont complètement assignés, ils vont développer des intelligences, des formes de savoir, des petites pratiques particulièrement adaptées qui vont rendre le système efficace, alors qu'ils souffrent de cette abstraction énorme qui est qu'il est conçu en dehors des gens qui vont travailler par des ingénieurs qui ont une connaissance abstraite de la réalité du travail, qui vont définir à un poil près, à un détail près. Donc là aussi, on a cette espèce de malédiction, si je peux dire, que tous ces efforts pour s'affirmer, pour se rendre un peu autonome microscopiquement, une fois de plus, les travailleurs, pour regagner un peu de sens à leur travail, pour recréer du lien de solidarité, du lien de contestation aussi de la toute-puissance des ingénieurs, ça se retourne d'une certaine façon contre eux parce que là aussi, ça assure la pérennité de ce modèle qui pâtit d'une insuffisance liée à son abstraction qui est très très importante, à son degré d'abstraction qui est très très importante. Et donc on voit comment il y a de l'ébullition syndicale, il y a de l'ébullition au niveau des collectifs, la volonté de changer, de faire autrement, etc., mais qui ne débouche sur rien d'utile, sur rien d'efficace du point de vue des travailleurs. Et du coup, ça va mener à l'explosion. Et l'explosion, on l'a connue très fortement en France, c'est celle qui s'est faite, mais ça s'est fait un peu dans le monde occidental, mais plus particulièrement en France, autour de 68. En mai 68, beaucoup de gens ont retenu surtout la révolte étudiante, la révolte des mœurs, la remise en question de toute une série de normes sociales. Mais mai 68, c'était 3 semaines de grève générale avec occupation d'usines. C'était la plus longue grève du XXe siècle. Et c'était une explosion, d'ailleurs, en dehors du contrôle syndical, qui partait de la base, qui disait ras-le-bol, on n'en peut plus, c'est plus possible quoi qu'on fasse, et on n'y arrivera jamais, on ne pourra jamais être reconnu dans nos capacités à faire, on ne sera jamais reconnu dans notre dignité de producteur, on n'aura jamais l'autonomie officielle qui correspond à celle que nous voulons et celle que nous essayons de recréer à chaque instant de notre travail quotidien. Donc, voilà, on remet en question toutes les règles du jeu telles qu'elles existaient. Et là, vraiment, c'est une remise en question aussi des organisations syndicales qui ne posaient pas la question de l'organisation du travail, parce que ce que remettent en question en réalité les grévistes, et dans les manifestations aussi, c'est cette entrave dans laquelle ils se trouvent en permanence, acculés dans leur travail, d'être complètement soumis aux directives de gens qui pensent leur travail en dehors d'eux, donc ils veulent plus de liberté, d'autonomie, de reconnaissance, de dignité. Et là encore, ça va déboucher sur
au bout d'un peu de temps, une rénovation managériale sur le mode de la prise de conscience des erreurs du passé. Oui, nous avons eu tort. Oui, le terrorisme, c'est quand même pas très respectueux de la dignité humaine. Nous allons faire différemment. Nous allons prendre en compte vos besoins, vos désirs. Nous allons y répondre. Et du coup, va se mettre en place un nouveau modèle qui joue particulièrement sur ces dimensions, cette quête de reconnaissance, ce besoin d'être plus en mesure de s'épanouir dans son travail, de se réaliser dans son travail, d'être reconnu, mais de se reconnaître aussi soi-même dans son travail, d'avoir une image de soi au travail qui soit valorisante, de ne plus être asservi, de ne plus être assujetti, de ne plus être subordonné. Et donc, le patronat, à cette époque-là, en France, va proposer un nouveau modèle qui va reposer sur l'individualisation, la participation, la personnalisation du travail, et il va développer un discours qui correspond à un mea culpa. Nous n'avons pas su comprendre qui vous étiez avant, mais maintenant, nous voulons effectivement gérer chacun, mettre au travail chacun selon ses compétences, ses capacités, ses désirs, ses espoirs, son intelligence. Et donc, ça passe évidemment par une individualisation, une personnalisation, une psychologisation, une narcissisation presque de la relation de chacun à son travail. Chacun va avoir désormais des objectifs personnalisés et va être évalué personnellement. Et là, on passe de la malédiction au pacte de Faust. C'est un véritable pacte de Faust. Pourquoi ? Parce que les salariés vont un peu s'engouffrer dans cette logique. Et qu'est-ce qu'ils vont vendre ? Ils vont vendre leur âme collective au patronat. Ils vont renoncer à ces dimensions collectives que j'évoquais tout à l'heure, où il y avait de la solidarité, de la sociabilité, du sens, de la finalité, de la contestation, des formes de mobilisation. Ils vont renoncer à cette dimension collective en espérant pouvoir se réaliser sur un mode individuel et personnel, pouvoir s'engager dans le travail et avoir de la dignité et de la reconnaissance à un niveau individuel et personnel, à la mesure de leur engagement, parce que ce que veut chacun, c'est effectivement faire du beau travail, du bon boulot, du boulot utile, et en espérant que ça soit réellement destiné à satisfaire les besoins des usagers ou des consommateurs, que ce soit reconnu par leur hiérarchie, que ce soit éventuellement reconnu par leurs collègues, mais chacun va effectivement faire un peu ce pacte de Faust en disant oui, renonçons à ces dimensions collectives, nous sommes dans une société qui s'individualise de plus en plus, effectivement, même au niveau de la consommation, nous sommes dans des modes de consommation où chacun essaye de se différencier des autres, de se distinguer avec les marques, etc. Bon, pourquoi pas effectivement aller dans cette logique-là. Et du coup, ils vont tomber dans le piège d'une vulnérabilité parce qu'ils vont être effectivement de moins en moins collectivement aptes à mettre de la distance, mettre des limites à la subordination quand elle est collective. Elle est plus limitée, la subordination, parce qu'il y a la capacité de faire comprendre, par exemple, à la hiérarchie, quand on est un groupe, attention, on va te mettre une grève du zèle, tu vas voir ce que tu vas voir si tu en fais de trop. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile de mettre des limites à l'emprise hiérarchique, à la domination patronale, à la domination managériale. Donc là, les salariés, et on voit l'intelligence patronale une fois de plus à l'œuvre, sur des modes de mea culpa, on a eu tort, on ne vous a pas pris en compte. Maintenant, voilà, nous sommes très, très, très soucieux
de vous prendre chacun pour ce que vous êtes, vos capacités, votre intelligence, votre réactivité, votre résilience aussi. On parle énormément maintenant de la résilience des salariés. Et puis, évidemment, on va vous chercher à vous faire grandir, mais on va vous demander de sortir de votre zone de confort. On va vous demander de prendre des risques, on va vous demander d'aimer l'aventure, de vous dépasser en permanence, de viser l'excellence. C'est-à-dire que les salariés vont vraiment se mettre en difficulté, en vulnérabilité, parce qu'ils acceptent ce jeu absolument effrayant qui est qu'on va les tirer toujours plus loin et de façon plus exigeante pour qu'ils donnent le plus d'eux-mêmes, soi-disant afin de les faire grandir et de reconnaître de les reconnaître en disant on a eu raison de miser sur vous, on a bien fait, vous êtes la personne que nous espérions, et si vous continuez de vous donner à fond comme ça, vous allez avoir non seulement votre place réellement chez nous, mais vous allez avoir une belle carrière, etc., etc. Sauf que tout ça, et là, le patronat a vraiment cette capacité de changer tout, parce que là, effectivement, rien n'est plus comme avant. Il y a les DRH de la bienveillance et du bonheur, avec les Chief Happiness Officers, qui s'occupent du bonheur. On va aider les gens, on va leur donner la possibilité de se masser, de méditer, d'avoir des conciergeries, etc., etc. Donc, voilà, la bonne neurologie, il y a les feel-good managers, etc., etc. Donc, plus rien ne ressemble comme avant. C'est pour ça que le patronat dit disruption totale. On tourne le dos radicalement à la période antérieure, ça n'a plus rien à voir. Nous ouvrons une ère nouvelle. Mais si on regarde l'organisation du travail, elle reste complètement prescrite sur le mode taylorien, c'est-à-dire qu'il y a des process, des protocoles, des procédures, des méthodologies imposées, des bonnes pratiques imposées, des reportings imposés et conçus par des experts dans des grands cabinets internationaux à distance du travail. On ne leur demande pas du tout d'avoir une connaissance des métiers qui sont mobilisés sur le lieu de travail. Non, on leur demande, en fonction des connaissances qui ont été accumulées grâce à l'informatique, l'intelligence artificielle, etc., etc., de définir les modalités de travail les plus à même d'être profitables, rentables, et ce, à court terme. Et donc, en fait, les salariés vont être immergés dans une entreprise qui s'est soi-disant transformée, mais face à un travail où ils restent des exécutants. Et même les cadres, les ingénieurs vont être soumis à cette même logique. Pour cette population qui devient de plus en plus importante, parce que autant les cadres étaient une infime minorité du temps des 30 Glorieuses, dans les années 80, 90, 2000, ils vont se développer énormément, ces cadres, et ils deviendront des exécutants dans la pensée managériale comme les autres, et ils vont être soumis à la même logique de domination, d'emprise et de subordination que les autres. Mais pour eux, les cadres, ce n'est pas évident. Avec leur formation, même s'il y a cette individualisation, cette personnalisation, ça, ils sont habitués, les cadres, mais se soumettre comme ça à des procédures, des protocoles, des process, etc., c'est quelque chose qui ne leur semble pas du tout légitime à première vue. Et donc là, il y a toute une procédure de disciplinarisation qui se met en place. Là aussi, on voit la stratégie patronale et dans toute sa capacité d'anticiper et de réguler et de transformer les choses de manière à ce qu'elles soient en harmonie avec ses objectifs. Donc là, les cadres, les ingénieurs, les informaticiens vont se retrouver soumis à un processus de disciplinarisation pour bien leur faire intégrer le fait qu'ils sont des exécutants comme les autres, qu'ils sont des subordonnés comme les autres, et ils vont se retrouver dans des espaces conçus
pour inscrire dans leur mental le fait qu'ils sont des exécutants. Et c'est une des raisons d'être des grands open space où chacun se retrouve à un poste de travail assigné à son ordinateur, comme dans les grands ateliers où les ouvriers étaient assignés à leur poste et savaient pertinemment qu'ils étaient des salariés subordonnés, des exécutants. Eh bien, la mise en œuvre d'un espace comme celui des open space va progressivement faire intérioriser, enfin est destiné progressivement à faire intérioriser au cadre cette idée que finalement ils sont des salariés comme les autres et qu'ils doivent s'en tenir aux protocoles, aux procédures, aux codifications qu'on a pensées en dehors d'eux, alors qu'ils sont des véritables professionnels. Donc, il y a toute une mise en scène et un formatage de leur corps comme de leur cerveau, de telle sorte qu'ils acceptent cette nouvelle réalité qui est que les cadres, les ingénieurs, quelle que soit leur formation, grande école ou pas, sont effectivement eux aussi des subordonnés, mais dans un esprit de bienveillance malgré tout, où tout le monde doit se sentir chouchouté par les DRH, prise en charge de façon intelligente par sa hiérarchie, de manière à ce qu'on leur propose de prendre des risques, de dévoiler leurs capacités, leur réactivité, ils sont mis de les mettre au défi en permanence de façon soi-disant constructive. Donc voilà, ça, je dirais, le modèle, il est comme ça. Donc on voit comment il s'est installé dans les années 80, 90, 2000, avec cette idée reproduite par tous qu'on avait tourné le dos au taylorisme, que c'était une nouvelle type d'entreprise, on parlait de nouveau management. Dans le public, ça s'est aussi développé de façon extrêmement importante, dans les hôpitaux, dans l'enseignement. C'est cette méthodologie, cette codification des directions qui imposent aux professionnels des bonnes pratiques, des manières de faire, indépendamment de ce qu'ils pensent et de leur point de vue professionnel. Bon, ça, c'est quelque chose qui va correspondre à nos grandes entreprises, grandes entreprises, mais aussi les PME, parce que celles-ci sont sous-traitantes et fournisseuses, et donc elles vont être soumises à la même logique que celle que j'essaye de décrire un peu rapidement. Alors, ça va se traduire par quoi? Eh bien, ça c'est quand même traduit au niveau des médias et au niveau quand même un peu de l'opinion publique par ce constat que le monde du travail se caractérisait quand même pas mal par de la souffrance, du mal-être au travail, qu'on a appelé ensuite les risques psychosociaux, les suicides au travail. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore peu de temps, avant la pandémie, il y avait eu ce fameux procès de France Télécom qui avait abouti à la condamnation de l'équipe dirigeante, notamment Lombard, et à la condamnation à 1 an de prison ferme quand même, et une amende relativement importante pour harcèlement institutionnel et organisationnel. C'est-à-dire, bon, quand même émerger fortement l'idée qu'au travail, malgré ces DRH de la bienveillance et du bonheur, ces Chief Happiness Officers, cette soi-disant rupture avec le taylorisme et tout ce que permettait le numérique, le digital comme nouvelle modalité de travail, etc., que malgré tout ça, il y avait du mal-être et du malheur au travail. Et ça, une fois de plus, les directions en ont pris conscience et elles ont commencé à se repositionner en disant, pour certaines d'entre elles en tout cas, en disant effectivement, cette modernisation managériale, elle s'est traduite par trop de bureaucratie qui a étouffé la bureaucratie, hein, c'est ces procédures, ces protocoles, ces process qui nécessitent évidemment une grande hiérarchie de proximité, une hiérarchie intermédiaire des cadres managériaux, etc.
Donc, trop de bureaucratie, nous avons anesthésié nos salariés qui n'ont pas la possibilité d'être une force de proposition, qui n'ont pas la possibilité d'être innovants. Et donc, il faut repenser tout ça. Alors voilà, c'est reparti pour un tour. Et cette souffrance, comment dire, ce mal-être au travail, ce malheur au travail, c'est une fois de plus surtout les directions d'entreprise, le patronat, le management qui va s'en emparer pour dire il faut mettre en place autre chose. Alors ils vont se dire oui, ce dont ont besoin les salariés, c'est de pouvoir donner notamment les cadres, les ingénieurs, les jeunes, etc., de donner libre cours à leur invention. Et donc, on va mettre en place, eh bien quoi, l'intrapreneuriat. Je ne sais pas, je pense que vous connaissez peut-être ce qu'est l'intrapreneuriat. C'est la possibilité donnée aux salariés, avec un petit budget et quelques heures sur leur temps de travail, de proposer des innovations, un nouveau produit, un nouveau service, des nouvelles manières de faire, alors qu'ils pourront, pour lesquels ils seront maîtres d'œuvre totalement, ils ne dépendront de personne, ils ne seront pas subordonnés, voilà, dans le cadre de leur budget et de leur temps alloué, ils pourront faire ce qu'ils veulent et on espère que ça va déboucher sur un produit qui sera utile à l'entreprise d'ailleurs, parce qu'il y a cette idée, il faut que l'entreprise se nourrisse elle-même de cette inventivité des salariés qu'elle a tendance à avoir trop entravée, trop anesthésiée par cette logique d'assujettissement procédural. Donc voilà, alors allez-y. Ce qui suggère d'ailleurs, à contrario, que ce n'est pas dans le cadre du travail normal qu'on peut faire de l'inventivité, qu'on peut être force de proposition et apporter quoi que ce soit de sa propre intelligence professionnelle. Non, c'est dans un domaine limité, un cadre limité. Et donc ça, c'est des choses qui se développent, l'intrapreneuriat, il est poussé, il est mis en avant comme une capacité managériale à comprendre qu'il faut laisser de la place à l'inventivité des uns et des autres. Et puis, ça va aller un peu plus loin aussi, on va dire, ce dont souffrent parfois les salariés, enfin quand je dis on va dire, c'est le management, les directions d'entreprise vont dire, ce dont souffrent parfois les salariés, c'est d'un manque d'éthique. Il n'y a peut-être pas assez d'éthique. Ils ne voient pas en quoi nos entreprises peuvent satisfaire leurs besoins, leurs aspirations citoyennes, morales, éthiques, humanitaires. Et donc, certains vont dire on va faire aussi de l'intrapreneuriat social, c'est-à-dire qu'on va permettre aux gens, pendant ce temps, avec un petit budget, de concevoir des produits ou des services qui vont être destinés à améliorer le sort d'une tribu, du peuplade africaine dans des zones très défavorisées, avec des problèmes en termes d'électricité ou en termes d'eau ou en termes de commerce, etc. Donc voilà, on va donner aux salariés de quoi satisfaire leurs aspirations éthiques, mais sur un temps là aussi très limité. Et puis ça va aller aussi prendre la forme de ce qu'on appelle les congés humanitaires. Certains vont avoir la possibilité, pendant un certain temps, alors ça dépend des entreprises, payées ou non, d'aller un mois, partir, faire de l'humanitaire en Afrique, en Asie, en Inde. C'est pour satisfaire ce besoin des salariés de faire quelque chose de beau, de grand, d'utile, qui les satisfasse et qui les rende fiers. Mais là aussi, à contrario, c'est un message qui est envoyé. Ce n'est pas dans le cadre normal et quotidien de votre travail que vous allez faire des choses éthiques, morales, qui relèvent de la pensée humanitaire, etc. Non, chez nous, vous faites ce qu'on vous dit, hein, c'est-à-dire vous suivez les protocoles, les procédures, les process, et si vous produisez des choses qui ne sont pas de qualité satisfaisante, ce n'est pas votre problème. Il y a certaines entreprises qui font même la chasse au gaspillage en disant vous voulez faire trop bien, ça nous coûte trop cher, faites la qualité à laquelle le client est prêt à acheter et qu'il est prêt à payer. Ne faites pas trop bien. Bon. Donc tout cela, c'est fait pour compenser justement un mode de travail où les salariés restent assujettis à des logiques de production
qui leur sont imposées et qui sont uniquement, une fois de plus, celles liées à une économie ultralibérale, une économie financière où il faut avoir des résultats profitable le plus à court terme possible. Et puis, voilà, et même moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Par exemple, cette histoire, je ne sais pas si ça vous a touché, de dons de jours de congé, de dons de jours de congé. Quand un salarié, malheureusement, doit s'absenter parce qu'il doit accompagner un membre de sa famille dans une phase terminale de sa vie, eh bien, les salariés, ses collègues, anonymement ou pas, ont le droit de lui donner leur RTT, leur jour de RTT, pour que lui puisse en profiter pour accompagner ces personnes en difficulté. Et c'est devenu une loi ensuite. Mais voilà, la générosité, c'est pas la direction de l'entreprise qui va donner, qui va accorder quelques jours supplémentaires à une personne dans une phase de la vie extrêmement douloureuse. Non, c'est les collègues qui vont pouvoir faire jouer leur solidarité, leur humanité, leur dimension éthique en donnant leurs jours de RTT. Voilà, je vois là quelque chose de profondément cynique de mon point de vue, mais ça, c'est une manière que les entreprises, les directions d'entreprise choisissent pour donner le sentiment aux salariés que s'ils peuvent accepter de travailler comme on leur demande de travailler, parce que par ailleurs, il y a des possibilités de faire des choses différentes, des choses plus innovantes, plus éthiques, plus responsables. Et puis, il y a ce fameux, j'en avais parlé tout à l'heure, je l'avais évoqué, mouvement des entreprises dites libérées, qui est extraordinaire et qui concerne donc des entreprises très, très importantes, comme j'ai évoqué tout à l'heure, hein, Decathlon, Kiabi, Michelin, Airbus, des grosses entreprises qui disent il faut arrêter avec cette bureaucratie, il faut arrêter même avec toutes ces procédures, ces protocoles, c'est pas possible parce que ça, voilà, ils disent c'est pas ce qu'ils disent, mais eux, ils pensent que ça coûte très cher et ça ne rend pas heureux les salariés. Et les directions d'entreprise pensent qu'il leur faut faire des économies de sous et en même temps rendre heureux les salariés pour que ces salariés soient plus performants. Donc, ils ont un nouveau discours qui consiste à dire il faut partir de la confiance pour gérer les salariés. Voilà. Au lieu d'être défiant a priori, et de les mettre face à des protocoles, des procédures, des process, des reportings, de les contrôler en permanence, il faut leur faire confiance et leur donner la possibilité de mettre eux-mêmes en œuvre. Alors, je prends les termes mêmes de cette mouvance des entreprises libérées, c'est-à-dire de mettre eux-mêmes en œuvre la vision de leur leader, qui n'est plus un patron mais qui est un leader, une fois qu'ils l'auront bien intériorisé en tant que followers. Et là, on est un peu sur la logique de la secte carrément, hein, parce que pour avoir sa place dans cette entreprise, il faut avoir bien intériorisé la pensée, la vision, les objectifs du leader qui les développe. Et puis ensuite, on est en mesure, quand on est un salarié de base, au sein d'un petit groupe qui aura été constitué, de faire le travail tel qu'il a été plus ou moins défini déjà auparavant, mais de prendre en plus en charge des tâches qui revenaient à la hiérarchie intermédiaire, au management de proximité, et qui revenaient également aux directions opérationnelles. Alors, ces petits groupes, ils vont, comme dit si vous voulez, les gourous de ce mouvement, ces équipes vont s'automotiver, s'autodiscipliner, s'auto-planifier et s'auto-gérer. C'est-à-dire qu'ils vont avoir des responsabilités commerciales, ils vont avoir des relations directes avec leurs clients, ils vont avoir des responsabilités financières, on va leur donner leur budget et puis ils vont pouvoir même procéder à des achats de petits matériels en fonction de leur budget. Ils vont pouvoir utiliser aussi ce budget pour s'accorder des primes entre eux
voilà. Et donc, l'idée, c'est, une fois que les salariés auront bien accepté, intégré, intériorisé ce qu'on veut qu'ils fassent, ce qu'on veut qu'ils visent comme objectif et de productivité, de rentabilité, d'efficacité, qu'il faut leur faire confiance. Moyennant quoi, ça fait des économies ultra importantes, puisque ça implique de faire partir une immense partie du management, de l'encadrement, pardon, de l'encadrement intermédiaire et de proximité, et certaines directions opérationnelles vont disparaître ou vont être réduites de façon assez significative. Donc, ça permet des économies très intéressantes. Et les salariés sont invités à se développer, à devenir de plus en plus polyvalents, intelligents, en assurant ces petites tâches qui auparavant étaient tenues par d'autres, sans que nécessairement soit revisité leur salaire, ni leur qualification, mais ils auront cette énorme satisfaction d'être libres. Et d'ailleurs, certains patrons disent clairement, nous libérons totalement tous nos salariés quand nous mettons en place l'entreprise, parce que soit ils ne sont pas d'accord avec notre manière nouvelle de procéder, et donc ils peuvent partir, et donc nous les libérons, voilà, ils partent, soit ils sont d'accord et nous les libérons parce qu'eux-mêmes vont pouvoir détenir les marges d'autonomie nécessaires pour qu'ils puissent œuvrer de la manière dont je l'ai défini, c'est-à-dire selon le principe de subsidiarité, c'est celui qui fait qui sait, donc on leur fait confiance. Ils vont savoir utiliser les micro-budgets pour faire des bonnes dépenses. Ils vont avoir des bonnes relations avec les clients, c'est-à-dire en gros, qu'ils vont être obligés de subir la pression du client qui va dire « Ah non, on voudrait diminuer les délais. Ah non, on voudrait avoir un coût moins… » C'est eux qui vont travailler plus vite pour répondre directement à cette demande. Et puis, c'est eux qui vont avoir à autogérer leurs prix, leurs augmentations, ce qui n'est pas une mince affaire. Donc voilà, ça, c'est aussi une nouvelle forme qu'ont inventée de façon absolument spectaculaire des nouveaux patrons, mais c'est une voie qui n'est pas pour l'heure majoritaire, mais qui commence à dégager beaucoup d'intérêt. Et puis, ça se mêle à un courant de, je ne sais pas si vous connaissez, oui, vous devez connaître l'holacratie, la sociocratie, l'horizontalité, l'agilité. Allez, il faut que ça bouge, il faut que tout change, etc. Et après, je m'arrête parce que je vois que voilà. Excusez-moi. Il y a aussi une autre allée que regardent avec un certain intérêt les directions, c'est « Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ne supportent même plus le salariat. Oui, effectivement, pourquoi ils ne se mettraient pas auto-entrepreneurs? Pourquoi ils ne se mettraient pas à travailler sur des plateformes? Pourquoi ils ne se mettraient pas en indépendant, en freelance, etc. » On pourrait aussi, bon, nous, on garderait une partie en salariat, une partie en freelance, en auto-entrepreneur, etc. On aurait peut-être aussi quelques start-upers qui viendraient à l'intérieur de nos entreprises. Bref, je termine là-dessus. Une capacité extraordinaire du management à asseoir son emprise, sa domination et à tenir toujours cette capacité de subordination, parce que je peux vous dire que dans les entreprises libérées, la subordination n'est absolument pas remise en cause, loin de là, elle est hyper personnalisée. Et donc, voilà, je voulais simplement terminer en disant qu'il est temps, à mon avis, qu'il y ait d'autres lieux de pensée de ce que pourrait devenir le travail et les entreprises. Et c'est une urgence absolue maintenant. Si on prend en compte le bien-être des salariés, des usagers et des consommateurs, si on prend aussi en compte l'avenir des ressources sur notre planète, c'est un impératif. Et juste, là je termine vraiment, je dirais il faut sortir de cette espèce de torpeur dans laquelle nous avons sombré.
et qui a fait, par exemple, que nous avons accepté en 1998 que le CNPF, le Conseil national du patronat français, se rebaptise de lui-même le mouvement des entreprises de France. C'est-à-dire que le patronat s'est dit, désormais, nous sommes les entreprises. Et il dit, maintenant, quand le MEDEF parle, dit, nous, les entreprises, pensons que, nous, les entreprises, voulons que, nous, les entreprises, avons besoin que. Or, une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une entité constituée par des salariés de base, de l'encadrement, des salariés professionnels, des cadres, des ingénieurs, des informaticiens, de l'encadrement supérieur et de la direction. Mais en aucun cas, on ne peut faire en sorte, imaginer pour que ça perdure indéfiniment, que l'entreprise et le travail relèvent uniquement de la pensée et de la décision des directions. Voilà, je m'arrête là. Pardon d'avoir été un peu plus longue. Non, c'était parfait. Merci beaucoup, Danielle Linhart. On m'entend? Oui? Oui. Merci. Je voulais vous remercier d'abord pour cette très intéressante et pédagogique présentation. Rappeler, bien sûr, pour ceux qui nous ont rejoints, du coup, avec le footage, on ne va pas voir, votre livre paru aux éditions ERES, L'insoutenable subordination des salariés, qui développe et qui approfondit cette présentation, que vous trouverez dans toutes les librairies et les bonnes bibliothèques qui sont ouvertes, je le rappelle. Et donc, je voulais commencer par les questions qu'on a reçues par écrit, notamment une première, plusieurs d'ailleurs, sur le rôle des syndicats. Fait le constat donc d'un rapport de force défavorable pour les syndicats face au patronat. Plusieurs se demandent quelle nouvelle approche les syndicats pourraient aborder. Est-ce qu'il est nécessaire de former davantage peut-être les salariés pour mieux les armer face au patronat et à ces nouvelles méthodes de management? Est-ce qu'il faut développer une nouvelle grille de lecture plus sociologique, psychologique ou ergonomique? Voilà, plusieurs questions sur un renouveau, enfin un espoir d'un renouveau sur l'action syndicale et une demande de votre regard sur ce sujet. Ah oui, alors c'est effectivement, ça c'est, les syndicats sont en mauvaise passe. Alors je pense que il y a plusieurs éléments qui l'expliquent. Il y a eu cette remise en question en 68 parce que les syndicats n'avaient pas pu développer une véritable expertise en matière d'organisation du travail. Ça leur a pris beaucoup de temps pour la constituer. Ils ont commencé à la constituer récemment avec les CHSCT. Beaucoup d'organisations syndicales ont fait faire des enquêtes sur les conditions et le contenu du travail par des experts et ils ont développé des compétences, des connaissances. Et voilà que la dernière loi de réforme du travail a supprimé ces CHSCT, a réduit leurs prérogatives, a réduit la possibilité de faire des enquêtes de terrain. Et les organisations syndicales ont aussi subi ce que certains collègues ont bien analysé, une sorte d'institutionnalisation des militants parce que il y avait avec les lois Auroux en 1980 aussi, les syndicalistes devaient négocier toute une série de choses dans l'entreprise, les salaires chaque année, ils étaient consultés à certains moments et ils devenaient des vrais petits experts et perdaient un peu le contact avec leur base et en même temps que se multipliaient les organisations syndicales. Il faut bien voir aussi une diminution du nombre de militants et d'adhérents, une institutionnalisation des tâches syndicales et une multiplication du nombre des syndicats. Alors effectivement, alors qu'il ne faut jamais l'oublier, le patronat, il est toujours, bien que les entreprises sont censées être en concurrence, il est uni. Et le patronat, dans ses organisations, ses associations, il a énormément d'experts qui travaillent pour lui.
des spécialistes en économie, mais aussi en technologie, mais aussi en philosophie, en psychologie, en psychanalyse, en tout ce que vous voulez. Bon, et leur point de vue, c'est toujours le même, c'est d'asseoir l'emprise sur les salariés. Et lorsqu'ils parlent, en général, c'est d'une seule voix. Bon, ce n'est pas le cas des organisations syndicales. Donc, c'est vrai que la situation, elle est difficile pour eux de mobiliser. Moi, je sais que les salariés, quand ils arrivent dans une entreprise, ils ne savent pas à quel syndicat adhérer lorsqu'ils veulent adhérer. C'est compliqué, ce n'est pas évident. Bon. Et puis ça coûte aussi. C'est quelque chose qui n'est pas une démarche anodine et insignifiante. Bon, cela dit, quelles sont les pistes vers lesquelles pourraient se tourner les syndicats? À mon avis, c'est surtout dans la recréation de collectifs, pour essayer de combattre cette individualisation, cette personnalisation de la relation de chacun à son travail, qui débouche en réalité sur quelque chose qui est extrêmement négatif pour les organisations syndicales, c'est une mise en concurrence systématique des salariés les uns avec les autres. Si quelqu'un a une prime, elle est un peu plus élevée que l'autre, c'est pour que l'autre se sente mise au défi, etc. Donc, dans un univers où les salariés sont jugés, évalués individuellement, comparés, mis en concurrence, sollicités les uns contre les autres, on met parfois même, il y a des entreprises des directions d'entreprise qui fixent des objectifs identiques à 2 services pour voir lequel arrivera le plus vite, et puis bon, l'autre sera disqualifié en cours de route. Donc, il y a cette mise en concurrence, elle est absolument délétère pour toute action collective. Donc, la piste, à mon avis, la plus importante, c'est recréer du collectif et recréer les conditions qui permettent à une pensée collective d'élaborer et déjà de décrypter les situations, parce qu'elles sont extrêmement complexes et embrouillées, puisque d'un côté, il y a les organisations, les DRH gentilles, doudounnantes, on fait tout pour vous, etc. De l'autre, un travail où on ne vous demande pas votre avis, mais vous avez la possibilité d'avoir un intrapreneuriat, etc., etc. Tout ça est quand même parfaitement embrouillé, difficile à comprendre et à lire, et surtout lorsque l'on est tout seul, parce qu'avec tout cela, le travail est devenu de l'expérience socialisatrice qu'il était auparavant, une épreuve solitaire. Chacun est tout seul dans son coin, soumis à sa hiérarchie, confronté aux difficultés, sachant qu'il ne pourra pas prendre conseil à son collègue qui est un concurrent. Donc voilà, et comment comprendre tout ce qui se passe, comment arriver à décrypter tout ce qui se passe. Donc je crois que recréer les conditions d'un décryptage collectif de la réalité, c'est quelque chose qui est très, très important. C'est ce que faisaient les collectifs informels de travail avant. Ils se disaient, par exemple, le patron veut s'en mettre plein les poches, il a augmenté les cadences, on ne va pas se laisser faire, c'est normal qu'on souffre. Vous savez, maintenant, nous les sociologues, quand on fait les enquêtes, les gens qui souffrent nous disent « oui, je souffre, mais je crois que ça vient de moi, je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas bon, je ne comprends pas ce qu'on veut de moi, etc. » Alors qu'auparavant, ils disaient « si tu souffres, moi je souffre aussi, il ne faut pas croire, on est tous pareils, on est tous logés à la même enseigne. » Et du coup, il y avait un décryptage collectif en termes de rapport de force, de divergence d'intérêts. C'était eux et nous. Bon, maintenant, ça n'existe plus du tout, ce eux et nous. Il y a moi et les autres. Et dans les autres, il y a les collègues, la hiérarchie, le management, la direction, etc. Donc, recréer les conditions d'une pensée collective apte à décrypter un sort commun, ça me semble extrêmement important. Et puis, faire comprendre aux gens qu'ils sont ils sont logés à la même enseigne. Parce que souvent aussi, les salariés disent, quand on les interviewe, bon, moi, je ne vais pas bien, mais je crois que les autres, ils s'en sortent très, très bien. Je ne sais pas comment ils font, mais ils ont pas… Parce que personne ne dit, je ne vais pas bien. Parce qu'on va dire, il ne va pas bien, il est mauvais, il n'est pas à sa place. Et hop, au prochain plan de licenciement ou aux prochaines tentatives de faire quelques économies de coûts, on va le virer. Donc, chacun prétend que ça va, qu'il s'éclate, etc., qu'il est très bon. Et du coup, il y a une intériorisation sous forme de défaillance personnelle de toute la dureté vécue
et qui est lié aux organisations et aux modalités de mobilisation. Donc, je pense que les organisations syndicales devraient, ça c'est facile à dire, hein, essayer de s'unir autour de cette capacité de faire naître des démarches collectives et peut-être aussi de s'unir autour de la demande de la fin de la subordination, parce que la subordination empêche la moindre critique, la moindre formulation de critique, de remise en question de quoi que ce soit. Tout à fait. Merci pour votre réponse. Et du coup, j'enchaîne. Avant de prendre des questions orales, je poursuis avec quelques questions écrites. Et justement, sur la vulnérabilité des salariés pardon, et de cette situation de subordination, quelles alternatives, quelles solutions vous envisagez? Vous pouvez avoir repéré avec une proposition, quelqu'un qui vous interroge sur l'intérêt du mouvement coopératif, notamment. Ah, alors, il faut savoir que le mouvement coopératif ne remet pas en cause la subordination, paradoxalement. Pourquoi? Parce qu'il fait usage du salariat. Et c'est au sein du salariat qu'est inclus le lien de subordination. Et effectivement, dans les économies sociales et solidaires, et y compris dans les coopératives ouvrières de production, elles ont changé de nom. Ça s'appelle coopératives participatives de production. Je sais pas. Enfin bref, coopérative de participative ou de production. Il y a malheureusement encore ce lien de subordination. Alors, il y a des cas, évidemment, de petites scopes qui sont sur des niches extrêmement particulières et où ils ont le temps, parce qu'ils ne sont pas en concurrence avec d'autres entreprises, notamment classiques, d'essayer d'innover, d'apporter des formes collaboratives nouvelles. Mais je dirais qu'une bonne partie du secteur coopératif, classiquement, à part le fait qu'il y a des salariés qui sont sociétaires, c'est-à-dire qui ont des parts du capital et qui ont le droit d'élire leur président de la coopérative, c'est-à-dire leur directeur général. Une grande partie d'entre elles ont des organisations du travail qui relèvent un peu des mêmes logiques, et elles expliquent en disant on n'a pas le temps d'inventer autre chose. Dans l'économie sociale et solidaire, souvent les responsables disent mais nous c'est au moins pour la bonne cause, on sait pourquoi on le fait, pour une cause juste et donc légitime. Mais non, le problème de la subordination, c'est qu'elle est incluse dans le fait même d'être salarié. Et je crois que tant qu'elle existera, il n'y aura pas de possibilité de libérer les capacités collectives de repenser autrement le travail. Parce que tout simplement, on est censé uniquement obéir à sa hiérarchie, c'est ça le lien de subordination, hein, c'est le devoir d'obéissance, et de faire ce qu'on vous dit de faire. Sinon, vous êtes en faute professionnelle et vous pouvez perdre votre emploi. Donc, comment avoir cette liberté de repenser le travail, de le penser autrement en tout cas, pour faire advenir d'autres formes de production et de consommation, ce qui est nécessaire si on veut améliorer l'état où nous nous trouvons. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que souvent les syndicalistes disent qu'il ne faut pas toucher à la subordination, parce que la subordination, c'est la contrepartie grâce à laquelle l'employeur est physique, il doit vous des garanties. Et là, je crois qu'il y a un effort intellectuel à faire, et il est dans les sociétés de considérer que c'est parce qu'on est subordonné qu'on a des droits, des garanties, des protections dans le monde du travail. Bon.
Dominique, tu, tu as vu le problème comme moi. Effectivement, on a perdu Daniel Linhart, je pense. Ah. Ouais. Chers collègues co-animateurs, non, non, ce n'est pas un coup du MEDEF ni de la censure. Je vois ça dans les commentaires. Je ne pense pas. Je pense que c'est juste un problème de réseau. Oui, je pense qu'elle s'est déconnectée. Dès que je vois en salle D'accord. d'attente, je la laisse rentrer. Oui, alors il y a une proposition dans les… Merci Mernaz, il y a une proposition dans les commentaires que ceux qui ne participent pas à l'animation, s'il vous plaît, coupent les micros et les vidéos quand elles s'expriment. Et bien sûr, dès que nous pouvons, nous vous donnons la parole. Voilà, parce que mon micro n'était pas, vous n'avez pas activé mon micro quand je suis revenue. Vous avez été coupé, Daniel, pendant quelques minutes. Vous savez comment ça s'appelle? Vous savez comment ça s'appelle? On m'a suggéré la censure. Oui. C'est ça? La censure? Non, 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 non. Pas de notre fête, hein. Peut-être de la fête, du fait de Microsoft ou de Zoom, mais pas de notre fête. Je plaisante, évidemment. On se doute, plutôt la mauvaise connexion, je pense. Oui, mais c'était marqué connexion instable à un moment donné. Donc, voilà. Et je suis revenue, mais quand je suis revenue, je ne pouvais pas parler. Vous êtes là. On reprend. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Je disais que… attendez. Où est-ce que j'en étais quand j'ai été coupée? Si c'est possible, juste de reprendre du coup la question, parce que dès le départ, on n'a plus rien entendu. Ah, d'accord. Donc, ça fait vraiment longtemps. La dernière question. Donc, la dernière question, c'était sur le syndicalisme, sur la subordination. Les alternatives à la subordination et le mouvement coopératif. Ah bon? On vous a entendu jusqu'où vous avez dit que les syndicalistes disent souvent qu'ils ne vont pas toucher en fait. C'est ça, d'accord. Ok, très bien. Oui, parce que les syndicats disent, c'est parce qu'il y a ce lien de subordination que l'employeur est responsable de la santé physique et mentale de ses salariés et qu'il doit leur accorder des protections et des garanties et que si on supprime la subordination, eh bien, ces droits, ces garanties sauteront. Mais je trouve que là aussi, il faut procéder à une déconstruction intellectuelle. Ce n'est pas parce qu'on est subordonné dans des sociétés démocratiques qui sont les nôtres. En principe, on n'est subordonné à personne. Nous n'appartenons à personne. C'est le principe de la démocratie. Donc, ce n'est pas parce qu'on est subordonné qu'on a des droits et des garanties et des protections, mais c'est parce qu'on s'engage dans le travail. Et que quand on s'engage dans un travail, au sein d'une entreprise, on s'expose à des dangers, à des difficultés, on a de la fatigue, on a de l'usure, après on aura donc besoin de retraite, on a besoin d'assistance médicale éventuelle. Et donc, c'est le fait de s'engager dans le travail qui doit ouvrir sur des droits, des garanties, des protections. Et le Code du travail doit être dédié à tous ceux qui s'engagent dans le travail et pas tous ceux qui acceptent d'être subordonnés, tout simplement parce que le salarié, on ne peut pas être salarié sans être subordonné. Donc, je crois qu'il faut remplacer la subordination par ce qui pourrait être un contrat d'engagement réciproque. À quoi les salariés s'engagent. Mais ça doit… Moi, je ne peux pas l'inventer parce que je suis toute seule. Je veux dire, c'est justement ce que je reproche au MEDEF, c'est de s'approprier tout seul, si les sociologues ou si les experts s'approprier tout seul cette question, c'est aux personnes concernées par leur mobilisation collective, leur intelligence collective, de définir ce qui pourrait relever d'un engagement réciproque au sein du travail, à quoi on s'engage et moyennant quoi, qu'est-ce qu'on a le droit de recevoir comme garantie de protection. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut effectivement repenser dans notre monde du travail. Et donc, peut-être une piste pour les organisations syndicales, ce serait de faire sauter ce verrou de la subordination et de recréer du collectif, et tout cela pouvant déboucher sur des ouvertures
permettant de remettre en question ce qu'est le statut d'un travailleur. Les gens qui travaillent cherchent dans les grande majorité des cas, écrasante majorité des cas, à faire un travail utile, un travail satisfaisant les besoins des usagers, des consommateurs, souhaitent être fiers de ce qu'ils font, trouver du sens à ce qu'ils font, pouvoir se développer en accumulant des connaissances et de l'expérience et être en situation de se reconnaître dans leur propre travail. Donc voilà, c'est pas uniquement comme à l'armée, j'ai le pouvoir de te faire ce que je veux te faire faire, sinon tu n'as aucun droit, etc. Vous savez que beaucoup de responsables de DRH, de clubs de DRH, s'inspirent des modalités de mobilisation qu'utilise l'armée oui. J'étais souvent à des clubs de DRH où il y avait des généraux, des amiraux, des lieutenants-colonels qui expliquaient comment ils arrivent à mobiliser les soldats pour que leurs soldats obéissent. Parce que, évidemment, si vous dites en avant et que derrière, ils disent non, pas maintenant, on ne le sent pas trop, on en rediscute. Bon. Mais ils ne comprennent pas, ces DRH, que l'armée et les combats, ça n'a rien à voir avec une situation qui est celle de travailler dans une entreprise, c'est-à-dire de contribuer avec autrui à produire quelque chose qui va être utile à autrui. Dans l'armée, on peut donner et recevoir la mort, ça n'a rien à voir. Merci. Passer aux questions orales peut-être, non? Il y avait encore des questions écrites, comme tu veux. Tu avais proposé en priorité. Oui, les gens attendent depuis un bon moment. Oui, oui, pour les questions écrites aussi. Oui. Comme tu veux. Alors, du coup, en premier, pour les questions orales, c'était Monsieur Poutoudis. Alors, je réactive le micro, je pense. Je ne sais pas si je peux. Mernaz, est-ce que tu peux donner la parole, je ne sais pas si c'est toi, à Monsieur Ça marche. Poutoudis. Non, mais en fait, nous, on lui demande de réactiver son micro, mais c'est à lui de faire la manipulation. Monsieur Poutoudis, si vous m'entendez, on vous a autorisé à réactiver votre micro. Il faut que vous réactiviez votre micro pour pouvoir poser votre question. Il n'attend pas. D'accord, ça y est. Il faut mettre la flèche. C'est fait. Oui. C'est fait. C'est fait, merci. Oui, j'ai fini par écrire ma question parce que je croyais que vous aviez coupé définitivement. Je voulais demander à Daniel Linhart, que je remercie beaucoup parce que l'exposé est très riche, évidemment, comme chaque fois qu'on l'entend, et elle est venue plusieurs fois à Marseille. J'aimerais lui demander si tout ce qu'elle a décrit, c'est-à-dire la récupération des aspirations des salariés, le bonheur au travail, enfin toute cette façon de maquiller et de renouveler une logique patronale, comment elle l'articule avec des constats qui sont parallèles quand même. Il y a un très grand nombre de salariés qui sont précarisés comme jamais, qui sont sous pression, qui ont de mauvaises conditions de travail, qui n'ont pas de carrière, qui ont des contrats durée déterminée très courts, dont on nie totalement les aspirations. Et ça aussi, c'est une logique patronale, c'est aussi une stratégie. J'aimerais savoir comment elle articule les deux. Les économistes articulent les deux, mais comment elle peut articuler les deux? Mais je crois que c'est une bonne question et qui me met un peu en difficulté parce que moi, je dirais, c'est extrêmement complexe. Je dirais que il y a une espèce de peut-être dimension élitiste au sein des entreprises qui consiste à dire nous voulons les meilleurs. Et d'ailleurs, la méthodologie, elle est la terminologie, elle est assez intéressante maintenant. De quoi parlent souvent les directions? Elles disent nous voulons les talents, nous voulons ceux qui sont les meilleurs. Et donc il y a, à mon avis, mais là je le pense en vous parlant, une sorte de hiérarchisation qui se fait
et dont probablement nous subissons involontairement les effets, qui est que tout le monde n'a pas sa place dans ce monde du travail en durée indéterminée, qu'il faut vraiment accepter les règles du jeu, alors que je décrivais tout à l'heure, être résilient, être courageux, être réactif, savoir aimer le goût de l'aventure, etc., etc., etc. Et que, bon, il y en a d'autres qui n'auront probablement pas leur place parce qu'ils n'ont pas ces capacités, ils n'ont pas ces niveaux, et il faudra qu'ils attendent, qu'ils fassent leurs preuves, et on les fait attendre peut-être avec cette idée qu'un jour, ils auront le Graal, qu'un jour, le Graal sera d'arriver à arracher un poste en CDI dans ce monde du travail qui correspond à ce que je décrivais. J'imagine que ça peut fonctionner comme ça. De la même manière que, bon, il y a aussi cet important volant de chômeurs, hein, qui eux, non, mais il y a cette hiérarchisation, cette dimension un peu élitiste. Pourquoi est-ce qu'on nous parle tellement de talent, voilà, il faut être résilient, il faut avoir des capacités particulières, et on demande des choses qui relèvent de spécificités presque personnelles, intimes. À une époque, on demandait aux gens, dans les années 80-90, de sauter à l'élastique, de sauter en parachute pour montrer comment ils étaient forts, courageux, et donc ils avaient vraiment leur place dans l'entreprise. Bon, maintenant, on fait des formations avec des individus où des gens se font prendre en otage pour voir comment ils vont réagir. Donc, je crois que voilà, c'est un peu ça, cette espèce de cynisme, de manichéisme patronal qui est, nous, on n'en a pas besoin de tous, on en a besoin d'un certain nombre, et on veut les meilleurs, et on veut les sélectionner, et voilà, et on veut qu'ils se donnent à fond, et on y arrivera toujours. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je ne vous entends pas. Activez votre micro. Oui, partiellement. Je pense que c'est un sujet de réflexion parce que tous ces travailleurs précarisés, pressurés, et dont on nie les aspirations, on ne fait même pas semblant de vouloir en tenir compte, ils sont aussi très rentables. Donc, il y a besoin des deux, très probablement. Oui, il y a besoin des deux, oui, bien sûr. Mais ils sont, si vous voulez, c'est un peu ça permet de faire des ajustements au fur et à mesure, parce qu'il y a aussi cette idée, alors à mon avis, c'est peut-être une autre piste de réflexion pour justifier du point de vue des directions ce recours à ce type de main-d'œuvre, c'est l'accélération temporelle du changement. Voilà. Tout le temps, ça change tout le temps, ça bouge tout le temps. Donc, il faut avoir la possibilité de recruter pour des durées limitées, parce qu'on va mettre en place des groupes projets qui ne vont pas durer, des choses éphémères. Voilà. Il y a probablement aussi cet argument qui peut être mis en scène de l'accélération temporelle extraordinaire, qui fait qu'on ne peut pas fonctionner toujours avec une main-d'œuvre stable, mais qu'il faut avoir des possibilités de rajout, de suppression. Je pense que ça fait partie aussi peut-être de la rhétorique. Merci. Merci. Du coup, une autre question. Vous avez la parole, Monsieur Vial-Soubrane. Madame Linard, et merci aussi aux organisateurs pour cette belle rencontre et ce bon moment. C'est vraiment très agréable, très constructif. Je voudrais reprendre avec vous, si vous me le permettez. Tout à l'heure, vous avez formulé le fait que les organisations syndicales ne se sont pas préoccupées des organisations du travail. Et il m'est revenu en tête le livre d'Émile Pouget sur l'organisation du surmenage, qui date de 1914 et qui était justement la répartie
à Taylor sur l'organisation scientifique du surmenage. Donc, je pense que peut-être que la vraie question, c'est est-ce qu'on n'a pas abandonné au bout d'un moment? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'on a laissé tomber ce champ d'investigation côté syndical? Après, la question, la première question, je me suis posé la question de la trajectoire de la soumission, je ne sais pas comment l'appeler, de la soumission, de la servitude, puisque le lien de subordination nous amène automatiquement dans ce lien-là. Et si on essayait de tracer une trajectoire depuis la fin de l'esclavagisme, c'est-à-dire que je suis tombé à mes chaînes, pour Adam Smith, c'est parce que je vais avoir plus de force pour travailler. Et si on regarde comment petit à petit on a comment dire, mobilisé les intelligences pour pouvoir aller chercher la dimension psychique, la dimension cognitive, etc. Et donc, du coup, petit à petit, de montrer qu'aujourd'hui, on va presque nous faire croire que le bonheur est au travail, comme c'était marqué à l'accès du camp de la mort d'Auschwitz, malheureusement. Voilà. Et du coup, c'est le jeu de dupes. Enfin, voilà. Et donc, la question qui vient derrière, c'est que ce lien de subordination, est-ce que ce n'est pas tout simplement le refus de notre citoyenneté, puisque notre liberté de citoyen, notre pouvoir de citoyen, puisqu'on a une telle différence par exemple, entre le code pénal et le code du travail. Pour un empoisonnement, on peut bien s'apercevoir, et je fais référence à ma tête au livre d'Anité Bomoni, Travailler nuit gravement votre santé, dans la mesure où les peines encourues ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, on peut empoisonner un travailleur. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas un employeur qui a rendu quelqu'un malade ou qui est décédé de l'amiante qui est aujourd'hui en prison. Et donc, est-ce que ce n'est pas dans cette recherche plus que de la dignité, de notre propre liberté de citoyen, à aller chercher les réponses pour sortir certes d'une subordination, mais qui ne doit surtout pas empêcher que l'employeur soit toujours responsable de ses actes. Parce que c'est trop important, même si ça va soulever, ça soulèvera certainement d'autres questions. Je vous remercie pour votre réponse, mais vraiment merci pour tout. Merci beaucoup pour vos questions. Alors, pourquoi est-ce que les syndicats n'ont pas poursuivi dans la dénonciation de Pouget? Vous savez, ça a été le taylorisme quelque chose de très particulier parce que lorsque Taylor a inventé son modèle, il l'a présenté comme étant rationnel, scientifique, et il a vraiment convaincu à peu près tout le monde, y compris à l'époque les esprits de gauche. Il a dit que c'était la science qui décidait désormais, c'était pas les ouvriers de métier qui avaient des connaissances un peu pratiques, mais c'était la science. Et il a simplement essayé de démontrer, parce que lui-même était un ingénieur, que c'était the one best way, il disait, c'est-à-dire la seule et meilleure manière de produire. Et beaucoup de gens à l'époque l'ont pris très au sérieux, et les gens de gauche ont dit, il a raison, mais la bataille de gauche, ça va être de faire en sorte que les richesses produites, grâce à cette productivité plus forte, soient mieux réparties entre les gens, soient distribuées de façon plus égale. Donc, on va se battre là-dessus. Et peu de temps après, à la fin des années 1910, Lénine a introduit le taylorisme en Union soviétique en disant c'est une manière rationnelle et efficace de produire, et donc ça va permettre à la classe ouvrière soviétique de produire autant en moins de temps, et donc de se dégager du temps pour tenir le gouvernement, comment ça s'appelle, le pouvoir, pour exercer le pouvoir de la classe ouvrière. Et après, c'est devenu le stakhanovisme. Et donc, le problème, c'est que dans les pays qui combattaient le capitalisme, il n'y avait pas de modèle alternatif d'organisation du travail. Et donc, c'était compliqué pour les organisations syndicales, effectivement, de promouvoir
revendiquer d'autres formes d'organisation du travail, lesquelles? Il n'y avait pas d'exemple. Et puis, il se disait, au fond, ce n'est pas à nous, je répète un peu ce que je disais tout à l'heure, de coopérer avec le patronat pour qu'il exploite dans des meilleures conditions la force de travail. Donc, on ne va pas s'en mêler. On va pas s'en mêler. Par contre, chaque fois que ce sera plus dur, il faudra payer plus pour le patronat. Voilà. Il faudra faire payer le patronat plus. Il faudra que le patronat mette l'argent à la poche. Voilà. Et avec cette idée, les ouvriers en profiteront dans leur vie hors travail, puis aussi l'idée que plus on fait payer, à la fin, ils hésiteront à aller trop loin dans la détérioration du travail. Bon. Mais ça explique pour partie que jusque vers les années 70, les syndicats se soient désintéressés. Après, la CFDT a commencé à s'en occuper, la CGT aussi, mais ce n'était pas facile, ce n'était pas évident, parce que qu'est-ce qu'on pouvait revendiquer? C'était complexe, c'est complexe. Et encore maintenant, la question, elle est ouverte pour les organisations syndicales. Comment imaginer un autre mode d'organisation? Alors, pour la subordination, elle est très compliquée, cette affaire de subordination. Je suis d'accord avec vous. C'est facile de dire, hop, on l'enlève. Moi, je crois que c'est le verrou qui permettra de repenser autrement les choses. Parce que nous sommes prisonniers intellectuellement de cette idée que c'est la seule prérogative de l'employeur que d'organiser le travail. Alors, si ça continue comme ça, pourquoi voulez-vous que les choses changent réellement? Sur un terme relativement moyen et long, parce que comment imaginer que les organisations syndicales qui ont affaire à une situation extrêmement compliquée, avec des salariés atomisés, personnellement subordonnés, ayant peur de s'opposer à quoi que ce soit, comment est-ce qu'on va changer l'organisation du travail? Donc, pourquoi est-ce que l'employeur devrait être responsable de ses actes? Non, mais attendez, si dans ces actes, il n'y a pas l'organisation du travail, si la décision d'organiser le travail doit être une décision collective, la décision d'organisation du travail, si elle est une décision collective, l'employeur n'est pas le seul responsable. C'est l'entité responsable de l'entreprise qui, à ce moment-là, sera responsable de ses actes. Il faut bien sûr qu'il y ait une responsabilité au niveau de l'entreprise. Je suis complètement d'accord avec vous, bien entendu, par rapport à chacun. Mais c'est l'entité qui doit être constituée des salariés eux-mêmes, de l'encadrement, de la direction. Il faut une direction parce qu'il faut savoir synchroniser, coordonner. Il ne s'agit pas de on fait tout éclater, mais c'est de donner la capacité à chacun, à chaque partie, d'intervenir sur la définition, la détermination de ses propres missions et des moyens pour y arriver. Et je pense même que dans cette entité de direction, il doit figurer aussi des représentants des usagers, des consommateurs, qui se font parfois bien rouler dans la farine pour que l'entreprise soit plus juteuse. Donc, je crois que si l'employeur est seul responsable, ben, rien ne changera jamais. Il dira, je suis responsable, c'est moi qui décide. Hein. Ben, oui, d'une certaine façon, on comprend. Mais si on lui dit, ben non, vous ne décidez pas tout seul, vous n'êtes pas responsable tout seul. Non, enfin, bon, c'est facile à dire, mais tout ça mais c'est tout simplement pour dire que moi, je n'ai absolument pas les cartes en main pour vous dire comment ça doit être, mais il faut que ça change. Et pour que ça change, il faut que les gens pensent ensemble. Et pour qu'ils puissent penser ensemble, il faut qu'ils arrêtent d'être assujettis à cette situation de subordonnés. On ne vous entend pas. Je ne vous entends pas. C'est à qui? C'est à moi? Ça a été coupé. Donc, du coup, la question de la subordination et de la responsabilité, en fin de compte, les angles, on rencontre tellement de situations dans le travail, je pense aux produits chimiques, les CMR, l'amiante,
et bien d'autres situations où dans ces procédés de travail-là, il y a tellement de maladies professionnelles. C'est déjà que ce n'est pas traité aujourd'hui, donc je m'imagine demain. On peut très très bien penser que demain, il y aurait une volonté de se défausser de cette responsabilité-là puisqu'elle deviendrait commune. Et c'est bien ça. Là. Par contre, je partage, il faut vraiment qu'il y ait une mobilisation intellectuelle, qu'il y ait un partage de toute la diversité autour de ça pour pouvoir construire quelque chose de nouveau. Mais c'est une révolution. C'est carrément… L'amiante, ça concerne aussi bien les usagers, les consommateurs que les travailleurs. Et donc, au contraire, s'ils ont des préoccupations communes, ils ne vont pas… au contraire, plus on diversifie les préoccupations, plus on a la possibilité de mettre en question ce qui est dangereux, délétère, à la fois pour les uns et pour les autres. À partir du moment où on le sait. Je dis ça parce que… Mais oui. Je dis ça parce que, voilà, le combat d'Henri Pézora, il a mis du temps. Mais on le savait depuis 60 ans, depuis la Première Guerre mondiale, on le sait, l'amiante, le danger de l'amiante. Oui, mais il a fallu attendre. Enfin, on le sait, et on a fait un CPA, il y a eu plein de choses qui ont été faites, mais du coup, on a continué. Et en connaissance de cause. Mais c'est peut-être, vous avez raison, c'est parce que justement, il y aura un collectif plus grand, plus gros, que ça peut faire changer les choses. Je partage ce point de vue. Mais du coup, reste la question du citoyen, de la place du citoyen. Ah oui, alors ça, la place du citoyen, mais je pense que un citoyen ne peut pas être subordonné dans son travail. On est d'accord, c'est bien pour ça ce changement, cette représentation de bascule. C'est-à-dire que si je ne suis plus subordonné, je redeviens un citoyen, et c'est l'ensemble des codes qui régissent le code pénal, l'ordre public, enfin, c'est toutes ces choses-là qui s'appliquent, du coup. Ah non, il peut y avoir un code du travail, le code du travail restera. On peut en réinventer un code du travail, pourquoi? Oui, mais il faut tout réinventer, c'est ça. Mais c'est du travail. Oui, mais vous ne croyez pas qu'il faut vraiment tout réinventer maintenant, parce que regardez… oui, tout s'étiole. Mais je partage, vous savez, je suis un militant en santé au travail, je suis un militant syndical, je suis un militant associatif, et c'est quelque chose de très important pour moi, à cause de l'amiante. Voilà. Excusez-moi, juste je me permets d'intervenir parce qu'il y a plusieurs personnes qui attendent leur tour. Et du coup, là c'est devenu le dialogue. Merci beaucoup. Je m'excuse. Je vous remercie et je m'excuse pour les autres d'avoir pris un peu de place. Merci beaucoup, excusez-moi. Bon courage. Madame Bauer, je crois que vous avez la parole normalement si vous activez votre micro pour la question suivante. Merci. Bon, d'être concise pour oui, que tout le monde merci. puisse s'exprimer. Moi, plus concise dans mes réponses. Oui. Merci. Merci beaucoup. Moi, je souhaiterais aborder la question des écoles de management. Première petite question, est-ce que Daniel Linhart, vous avez, d'abord, est-ce que vous intervenez dans des écoles de management? Deuxième question, est-ce que vous avez fait des études sur le contenu des enseignements? Et troisième question, est-ce que, enfin c'est pas forcément très long, hein, est-ce que ces écoles préparent les acteurs du management à l'évolution que vous nous avez décrite, ou est-ce qu'il y aurait une marge de possibilité, disons, d'une réflexion intellectuelle sur une prospective, sur d'autres modèles qui seraient possibles? C'est-à-dire, est-ce que les écoles pourraient être un élément de cette réflexion sur l'autre chose? Merci beaucoup. Merci pour ces questions qui sont très intéressantes aussi, parce qu'effectivement, la formation, c'est très déterminant. Comment les managers sont-ils formés? Oui. Alors, malheureusement, je n'ai pas fait d'enquête sur les écoles de management. Intervenir, alors, oui, j'interviens, mais de façon, si vous voulez, je suis invitée à des séminaires dans les écoles de management appelés par des collègues sociologues ou psychologues à l'ESCP notamment. C'est une école supérieure de commerce de Paris.
alors, oui, si, on peut dire que c'est des écoles de management quand même, aussi à HEC, ça m'est arrivé. J'ai été dans des séminaires dans d'autres écoles de province, mais au niveau des enseignements, pas du tout. Par contre, je sais que j'ai des collègues qui sont critiques, comme Jean-Philippe Bouilloux, par exemple, qui lui est professeur à l'ESCP, Nicole Aubert, qui est professeur, je crois, à l'ESSEC. Donc, il y a aussi de l'enseignement un peu critique dans ces écoles-là. Cela dit, je pense que ces écoles de management, elles sont destinées à formater quand même les esprits d'une certaine manière. Alors, ce que j'en sais, c'est par des anecdotes qui m'ont été racontées, mais l'idée, c'est de dire, de faire penser aux jeunes en formation, aux jeunes étudiants, que le boulot de manager, c'est être seul face à une équipe. Donc, vous allez être seul, ils vont être plusieurs. Comment vous y prendre pour asseoir votre autorité, pour asseoir votre emprise? Bon, ça m'a été raconté que c'est un peu dans cet esprit-là de comment on fait pour s'imposer. Cela dit, les jeunes, ils ont plus ou moins leur esprit critique aussi. Moi, j'ai rencontré, parce que j'avais fait des enquêtes auprès de certains jeunes, qui sont passés par ces écoles de management, qui sont passés par des écoles de commerce, et puis qui ont tout envoyé balader, parce qu'ils trouvaient ça insupportable. Ils ont fait des stages, et ils ont vu comment ça se déroulait dans les entreprises, et un petit nombre d'entre eux sont partis. Alors, des fois, ils ne s'en sont pas nécessairement tellement mieux portés, mais enfin bon, ils sont partis dans les ONG, faire de l'humanitaire, ils sont partis dans le solidaire, parce qu'ils ont dit tout ça n'a pas de sens, tout ça. Et bon, j'ai fait cette école parce que j'avais fait hypoto-péto, parce que mes parents voulaient, j'étais bon en maths, etc. Donc, j'ai suivi le cursus, mais ce n'est pas la vie que je veux. Et il y en a un certain nombre qui déchantent et qui passent à autre chose. Il y en a d'autres aussi qui vont dans des startups et qui croient que là, dans les startups, tout sera différent. Mais j'ai eu aussi la possibilité d'interviewer des jeunes qui sont passés dans des startups et qui ont vécu des choses qu'ils trouvaient pas normales, pas correctes. Évidemment, on vit comme si on était une grande famille, on se tutoie, on est tous ensemble, mais c'est au prix d'un engagement en termes d'horaire, en termes même de week-end qui leur semble beaucoup trop important. Et puis, in fine, ils estiment aussi qu'il y a trop d'emprise de la part des boss, comme ils disent. Donc, il y a quand même cette capacité de faire un petit pas de côté pour certains et de dire non, moi, j'ai pas envie d'aller jusque-là. Merci. Du coup, je vais donner la parole, Monsieur Vincent Taconnet. Alors, c'est à vous. Oui, donc, moi, je voulais simplement me féliciter de ce qui a été dit il y a, je sais plus, 2 ou 3 interventions par Daniel Linard, et notamment sur la question de la nécessité pour les travailleurs de s'emparer de la question de l'organisation du travail dans l'entreprise. Mais je me demandais si c'était suffisant. C'est-à-dire que d'autres questions se posent. Par exemple, quelle production, pourquoi, etc. C'est-à-dire, en clair, la question du pouvoir de ceux qui travaillent et de ceux qui produisent dans l'entreprise elle-même. Ça, c'était la première remarque. Et puis, j'en faisais une seconde. Bien évidemment, les formes d'exploitation, les formes d'organisation de travail ont énormément évolué depuis une centaine d'années, mais je crois qu'il nous faut aussi constater que il y a des formes d'organisation qui sont extrêmement persistantes, et le taylorisme, sous sa forme contemporaine, mais à peine, le taylorisme, mondialement parlant, est encore extrêmement présent, et même dans notre pays, il y a des chaînes de production qui
sont faites et qui existent toujours dans l'ordre du taylorisme. Et je me demande si la plasticité du grand capital n'est pas effectivement telle qu'il s'accommode de situations et de conditions extrêmement différentes avec, comment dirais-je, des formes d'exploitation en pleine mondialisation, en développant à fond des formes de taylorisme et de surexploitation dans les pays lointains, si je puis dire, par rapport aux nôtres, et dans des catégories de production bien particulières et bien limitées en France ou dans les pays européens. Merci pour ces questions qui évoquent une autre dimension très, très importante. C'est, bien sûr, vous avez raison, moi je suis en accord avec vous sur ce point. Il ne suffit pas de repenser l'organisation du travail, il faut penser cette organisation du travail en fonction de pour quelle production. Vous avez absolument raison, mais absolument, parce que, et c'est pourquoi, quand j'évoquais l'entité de l'entreprise, je pensais qu'il fallait qu'elle soit constituée des représentants des consommateurs et des usagers, comme des représentants des questions écologiques. C'est fondamental que l'on ne produise pas n'importe quoi qui soit effectivement, comme c'est le cas maintenant, prédateur pour la planète, mais aussi pour les consommateurs, comme c'est prédateur pour les gens qui les produisent, parce que ça les met dans des états de santé mentale et physique insupportables. Mais je crois que si on fait sauter cette subordination, c'est toutes ces questions-là qui vont être sur la table. Et tant que chacun sera verrouillé, subordonné, qu'il n'y aura pas de pensée collective et que ce seront les directions d'entreprise qui auront les prérogatives d'organiser le travail et de penser le marché de l'entreprise, on ne changera rien. Donc, je crois tout simplement, vous savez, c'est comme dans une pelote, il faut tirer le fil. Je pense que le fil, c'est le verrou de la subordination. Je pense. Parce qu'à partir du moment où on ne sera plus coincé par ça, où on pourra créer du collectif et une pensée critique se développera, qui pourra mettre en relation ce qu'on fait quand on travaille et ce qu'il advient des individus lorsqu'ils sont travailleurs, consommateurs et habitants de cette planète. Il faut faire le lien. Et ce sont les mêmes qui sont au travail, qui sont consommateurs et qui sont habitants, sont les mêmes. Mais pourquoi ils ne font aucune autorité sur la question de en quoi mon travail s'inscrit-il dans une démarche que je réprouve totalement parce qu'elle est dangereuse pour tout le monde. Voilà, c'est ça la question. Moi, je suis complètement d'accord avec vous, mais je pense qu'il faut tirer ce petit verrou. Il faut bien commencer par quelque chose. Il faut commencer par quelque chose. Et deuxièmement, sur le capitalisme, oui, la mondialisation fait que l'espace de jeu, j'allais dire, du capital est tel qu'il peut enlever de là, mettre là où c'est moins cher, reprendre. Mais on voit à quel point ça nous a mis dans une situation absolument abominable. Quand on n'avait pas les masques, non mais pour l'épidémie, on n'avait pas les masques, on n'avait pas les bons flacons, on n'avait pas les bons médicaments, on n'avait pas… Et vous savez, quand ils ont mis à l'arrêt tout de suite une partie de l'industrie, enfin tout le travail industriel tout de suite, en grande partie, c'était parce qu'il n'y avait plus les éléments, les composants qui arrivaient. Du monde entier, c'est parce que toute l'Asie était en arrêt de travail, donc on ne recevait plus rien. C'est absolument démentiel comme principe. C'est vraiment comme un jeu d'échecs capitaliste, et nous, on est les pions qu'on déplace et qu'on met sur le côté une fois qu'on a été enlevé. Enfin, c'est absolument… On ne peut pas continuer comme ça. Effectivement, vous avez raison. Et je crois que le fait, et c'est pour ça que je pense que c'est une ouverture possible, repenser nos modalités de production et de consommation seul dans un pays, c'est compliqué. On va vous dire, c'est pas possible parce que on est en concurrence. Mais puisque mondialisation il y a, réflexion collective mondialisée, il peut y avoir aussi pour repositionner comme enjeu mondial et humain les questions de modalités, mode de production et de consommation.
Est-ce que j'essaie de répondre, mais bon. Oui, Une question bien tellement sûr. immense, une question tellement immense. Non, mais je vais peut-être réagir en béotien, mais ça me fait penser à la Boétie, puisqu'on est dans Bien la sûr. région, c'est le peuple qui s'asservit. Et effectivement, Bien sûr. s'il commence à s'emparer d'un petit bout de la ficelle, il Et peut voilà. arriver jusqu'à la flotte. Il y a pas d'autre, je vois pas d'autres moyens. Enfin, Merci beaucoup. Daniel, nous allons avoir je pense une dernière question orale avant de conclure bientôt, je le crains. Toutes les questions n'auront pas pu être posées, elles sont nombreuses dans les commentaires, mais le débat et les échanges ont été riches et tout le monde nous remercie beaucoup et vous remercie beaucoup dans les commentaires pour la qualité de ces échanges et de votre intervention, bien sûr, de votre travail. Donc, j'avais une demande de Loïc Audy pour prendre la parole. J'ai besoin, monsieur, que vous leviez la main dans les réactions pour pouvoir vous donner la parole. Sinon, je pose votre question, je pose la question moi-même puisque je l'ai reçue par écrit. C'était une bonne question de conclusion, probablement, je trouve. La question, c'était à qui vous vous adressiez dans ce livre et qui espériez-vous toucher? Beaucoup de monde, visiblement, à vous voir ce soir. Mais vous savez, depuis, quand j'ai écrit ce livre, moi, je m'adressais essentiellement aux salariés, aux travailleurs, dans ma tête, hein, aux travailleurs, aux syndicalistes. Et ben, maintenant, je m'adresse aussi aux managers parce que je pense qu'ils ont eux aussi intérêt à ce que ça change. On est là, pour le coup, dans le même bateau, sur la même planète, et je crois que eux-mêmes souvent sont aussi, comment dire, les victimes de ces logiques organisationnelles et de mobilisation en tant que travailleurs. Ils le sont aussi en tant que consommateurs, et je pense que s'ils essayent de se projeter dans l'avenir en ce qui concerne les générations futures, leurs enfants, leurs petits-enfants, je pense qu'ils ont tout intérêt à participer de ce débat collectif pour envisager une repensée totale de notre travail et du sens et du rôle qu'il peut avoir sur cette planète maintenant. Voilà. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de remerciements dans les commentaires. Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas si on a le temps, une toute dernière question? Il nous reste quelques minutes. Jean-Dominique? Non, je voulais simplement, à moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une dernière question à poser, sinon je crois qu'on peut conclure. Il n'y a personne qui s'est manifesté. Il y a eu plusieurs questions dans les commentaires là qu'on ne pouvait pas reprendre. Ça dépend du temps qui reste. Ben, là, maintenant, on est quasiment… On arrive au bout? Oui, quasiment, oui. Tout à fait. Il y aurait bien d'autres développements sur les modèles économiques, politiques. Il y a quelqu'un il y a Loïc Audy qui veut poser une question. C'est fait, c'était la question sur… je l'ai posée puisque, bon, voilà, problème technique de micro, mais j'ai posé cette question, effectivement. C'est la question que je trouvais, effectivement… alors, Loïc Audy, vous avez une autre question, une deuxième chance pour, s'il vous plaît, dans les réactions, lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Oui. Dans l'onglet des réactions en bas, si vous m'entendez, Loïc Audy, vous avez dans l'onglet en bas, les réactions, vous levez la main et je vous donne la parole, sinon vous l'écrivez. C'est très intéressant. Alors… C'est la technique. Hein. Oui. Donc, la question qui est écrite, c'est, je la lis, hein. Les managers, dans leur immense majorité, sont-ils vraiment dotés d'une intelligence supérieure, retorse et perverse ou bien sont-ils plus aliénés encore que leurs subordonnés, manipulés par leur propre rhétorique, hallucinés par leur propre logique? Voilà la dernière question.
Ah oui, alors, non, mais ils ne sont pas nécessairement… le côté retors, pervers, etc., il vient pas comment dire, de la particularité psychologique des managers, il vient de la façon dont de penser le modèle et le système. Le simple fait qu'il y ait des experts qui le pensent à distance sans tenir compte des spécificités des métiers, des réalités du travail, des problèmes que ça peut poser. Mais le fait de penser des process, des procédures, des protocoles qui vont devoir être manipulés par les gens et de le penser de façon abstraite, c'est ça qui est pervers, qui est retors et qui accule les gens à des difficultés extrêmement importantes dans le cadre de leur travail. Et ça, c'est le modèle qui veut ça. Les managers les relayent, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre, ils mettent en musique en quelque sorte cette organisation qui est pensée par des grands spécialistes, et ils sont ni totalement aliénés, ni totalement retors, mais ils ont une place qui fait qu'ils sont amenés à voir de façon abstraite. Moi, j'ai été très frappée, j'ai été au procès de France Télécom. Alors, les réponses que faisaient les dirigeants quand on les accusait de « oui, mais vous comprenez, il fallait faire ci parce qu'il fallait faire ça, il fallait prendre en considération tel aspect. Puis nous, on ne pensait pas que… » Ah oui, mais alors dans ce cas-là, c'est les managers qui n'ont pas su bien mettre en œuvre. Hein. C'est leur faute si les gens étaient malheureux, parce que nous, on avait bien pensé les choses, on avait pensé abstraitement. Mais quand on pense abstraitement comme ça et qu'il faut le faire dans le réel, les managers, ils sont obligés de manipuler des gens, des individus pour le faire. Alors après, ça devient leur faute. Mais non, c'est le modèle qui fait que les managers sont instrumentalisés pour obtenir ce qui est recherché par ce modèle, c'est-à-dire la plus grande performance, productivité, profitabilité. Et eux sont les relais instrumentalisée de cette pensée qui elle-même est totalement délétère, c'est-à-dire qui disqualifie la professionnalité, la capacité et la volonté de bien faire des gens qui sont concernés par le travail qu'on leur demande de faire. Et voilà, je pense que les managers qui ont je ne sais pas du tout pour les exonérer, hein, certains d'entre eux sont parfois extrêmement durs et imposent plutôt des objectifs démesurés, font des évaluations arbitraires, etc., etc. Mais dans leur majorité, c'est des gens qui sont confrontés à un type de travail qui ne peut être que le relais d'une pensée dangereuse. Voilà. Merci beaucoup. À nouveau, des remerciements, beaucoup de réactions très intéressantes. Jean-Dominique? Oui, je crois qu'il faut conclure parce que là, on a dépassé un petit peu l'heure. Il y avait un problème de… Juste, je voulais dire quelque chose parce que Oui. là, il y a quelqu'un qui a la main levée. En fait, il s'agit de tout un groupe. Donc, je ne sais pas si on peut donner la parole. Ah, vas-y, Jean-Dominique. Si c'est très court, hein. Si c'est très court, on peut donner la parole, mais il faudrait vraiment que ce soit… parce que sinon, on va dépasser le faisceau à un moment où on va pouvoir, quoi, je veux dire. On risque d'être coupé par-dessus le marché. Je vais donner la parole. Il faut que vous cliquiez du coup pour activer votre son. Il faut qu'il active son micro, non? Ah. Je ne les vois plus. Ben non, moi non plus. Je ne vois plus. Bon, ben écoutez. Il y a beaucoup de réactions, hein, évidemment, dans les commentaires. Oui. Effectivement, c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir répondre à toutes les questions. Enfin, en tout cas, soumettre toutes les questions. Bon, j'espère qu'il n'y a pas eu de dysfonctionnement, que personne nous en tiendra à rigueur, Jean-Dominique. Si toutes les questions… En tout cas, pas mal de questions pour Daniel Lina. Merci. Voilà. En tout cas, bon, écoutez, on va remercier Daniel Linhart avec juste un mot peut-être, en disant qu'en fait, voilà ce qu'elle a dit, je crois que c'est ce qui m'est apparu le plus important, l'histoire du bout de laine.
donner des arguments aux gens pour pouvoir réfléchir à leur situation. Ça, c'est la première chose. C'est un petit peu l'objet que l'on a d'organiser ces réunions pour donner des arguments et donner un petit peu à réfléchir. C'est un peu le but du monde diplomatique, si je peux juste en dire un mot. C'est le but un peu du monde diplomatique, donner à réfléchir plutôt que de faire de l'immédiateté, des gros titres, etc. Et puis bon, maintenant, de dire simplement que c'est un des derniers journaux indépendants. Il y a 3/4 de la quasi-totalité de la presse. Ça fait partie aussi de ce débat. La quasi-totalité de la presse, maintenant, appartient à des groupes économiques et financiers. Si on cherche des réflexions là-dedans, ça me paraît un peu compromis. Donc voilà, remercie encore à Daniel Linhart pour cela. Rappelez son livre qui était important, je crois, et important. Et puis, merci beaucoup en tout cas. Et puis, sans doute à une prochaine fois, on l'espère. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions et les commentaires. Merci beaucoup. Merci Daniel Linhart. C'était un grand plaisir à nouveau. Au revoir, bonne soirée. Bonne soirée à tous.